Écoute-moi bien, espèce d'ingrate. Tu vas céder tes 2 millions d'euros d'héritage à ma mère, et l'appartement à mon père, sinon je demande le divorce. Une femme aussi repoussante que toi, personne d'autre n'en voudra, a déclaré mon mari avec arrogance, savourant déjà le moment où, avec sa mère, il me prendrait absolument tout. Mais, j'allais grandement les surprendre, tous les deux. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, et bonne écoute. Le téléphone a vibré dans la poche de sa blouse, pile au moment où Clarisse Cavaignac administrait une dose d'adrénaline à un patient en arrêt cardiaque. Le service de réanimation était en ébullition, les moniteurs bipaient, le défibrillateur chargeait, et le jeune interne trépignait nerveusement, près de la perfusion. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à son écran. En cet instant, chaque seconde était cruciale, pour savoir si cet homme de 40 ans allait revenir à la vie, ou si sa femme allait devenir veuve. 20 minutes plus tard, lorsque le moniteur a enfin affiché un rythme régulier, Clarisse a retiré ses gants, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a sorti son téléphone. C'était un numéro inconnu, avec un message vocal. Elle l'a écouté, debout près de la fenêtre de la salle de garde, et a senti le sol se dérober sous ses pieds. Maître Dumont, le notaire, s'est présenté d'un ton sec et très professionnel. Votre marraine, Zénaïde Leblanc, est décédée il y a 3 semaines. Selon son testament, vous héritez de 2 millions d'euros. Ainsi que d'un appartement de 2 pièces, situé boulevard Haussmann, à Paris. Je vous invite à passer à l'étude, au moment qui vous conviendra, pour signer les documents officiels. Clarisse a réécouté le message, 3 fois de suite. Marraine Zénaïde. Elle ne s'était pas vue depuis 15 ans, la dernière fois, c'était à l'enterrement de la mère de Clarisse. Ce jour-là, sa marraine s'était approchée, l'avait prise dans ses bras, avait glissé quelques mots sur la force et la dignité, et lui avait laissé une carte de visite, avec son numéro. Clarisse ne l'avait jamais appelée. La vie avait pris le dessus, le travail harassant en réanimation, le mariage, les gardes interminables, et les efforts constants pour joindre les deux bouts, avec leurs 2 salaires. 2 millions d'euros. La somme lui paraissait irréelle. Elle gagnait 2500 euros par mois. Victor, son mari, qui était cadre moyen dans une petite entreprise de bâtiment, en gagnait environ 3500. Il louait un petit appartement de 2 pièces, pour 1000 euros, en banlieue. Cela faisait 4 ans qu'ils économisaient pour un apport immobilier, mais ils n'avaient réussi à mettre de côté que 15 000 euros. Et là, d'un seul coup, 2 millions. Clarisse est retournée en salle de réanimation, et a passé le reste de son service sur pilote automatique. Ses mains faisaient leur travail, elle vérifiait les perfusions, administrait les médicaments, et notait les constantes des moniteurs, mais son esprit, lui, était ailleurs. Pourquoi sa marraine lui avait-elle tout laissé, à elle? Zénaïde avait pourtant des neveux, des collègues, des connaissances. Clarisse n'était que sa filleule, avec qui elle n'avait pratiquement pas communiqué ces dernières années. Elle est rentrée chez elle un peu après 20 heures, fatiguée, et complètement perdue. Victor était assis sur le canapé, son ordinateur portable sur les genoux, en train d'étudier des devis. Il a levé la tête, et a souri de ce sourire charmant, qui avait autrefois conquis Clarisse, lors d'une soirée d'entreprise, 5 ans plus tôt. « Comment s'est passée ta garde ?» a-t-il demandé. « Bien. On a sauvé un patient », a-t-elle répondu. Elle a retiré ses baskets dans l'entrée, s'est dirigée vers la cuisine, et a allumé la bouilloire. Il fallait qu'elle parle de cet appel à son mari, mais quelque chose, au fond d'elle, l'en empêchait. Son intuition d'infirmière en réanimation, habituée à déceler le moindre changement chez un patient, lui murmurait « Ne te précipite pas, vérifie d'abord l'information. Assure-toi que ce n'est pas une arnaque. Ne donne pas de faux espoirs, trop tôt. » « Pourquoi as-tu l'air si pensive ?» a demandé Victor, en l'enlaçant par derrière, et en l'embrassant dans le cou. Clarisse s'est tendue. Il était rarement aussi affectueux, sans raison. « Je suis juste fatiguée. Ça a été une dure journée, a-t-elle soufflé. « Va te coucher, je termine ce que je fais, et je te rejoins, a-t-il proposé.
Elle s'est allongée dans le lit, et a longuement fixé le plafond, en écoutant Victor s'affairer dans la cuisine, et faire la vaisselle. C'était un bon mari. Il aidait à la maison, ne buvait pas, ne sortait pas traîner. Certes, en 5 ans de mariage, il n'avait pas eu d'enfant. Il repoussait toujours le projet, attendant que leur situation financière s'améliore. La mère de Victor, Raymonde, faisait souvent des allusions, disant qu'il était grand temps de lui donner des petits-enfants, tout en se plaignant constamment que son mari et elle n'avaient pas un sou. Le lendemain, Clarisse a pris un jour de congé et s'est rendue chez le notaire. Le cabinet se trouvait en plein centre-ville, dans un bel immeuble ancien, avec 2 hauts plafonds et un parquet grinçant. Maître Dumont, un homme d'une 60aine d'années, portant une barbe soignée, l'a accueilli avec sérieux et courtoisie. Madame Leblanc était une personne très méticuleuse. Elle a rédigé ce testament, il y a 2 ans, et ne l'a jamais modifié, a-t-il expliqué. Il a sorti un dossier d'un coffre-fort, et a étalé les documents sur le bureau. Vous avez 2 millions d'euros, sur un compte bancaire. L'appartement du boulevard Haussmann, qui fait 53 mètres carrés, est libre de toute hypothèque. Tout vous revient, après le paiement des impôts, et la signature des actes. La procédure prendra environ 1 mois, a précisé le notaire. Clarisse regardait les papiers, et n'arrivait toujours pas à y croire. Pourquoi moi? Elle avait d'autres membres de sa famille, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Le notaire a ouvert un autre dossier, et en a sorti une enveloppe. Elle m'a demandé de vous remettre ceci, en main propre, a-t-il dit. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, et ornée d'un monogramme. À l'intérieur, se trouvait une lettre, écrite d'une belle écriture, régulière et franche. Ma chère Clarisse, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je tiens à t'expliquer ma décision. J'ai passé ma vie à observer les gens, et j'ai compris une chose, l'argent révèle la véritable nature d'un être humain. J'ai suivi ton parcours. À travers les réseaux sociaux. Parfois, j'appelais ta mère, pour prendre de tes nouvelles. Tu as choisi un métier difficile, tu travailles en réanimation, tu sauves des vies pour un salaire modeste, tu t'es marié, tu vis simplement, et tu ne te plains jamais. Pas une seule fois, au cours de toutes ces années, tu ne m'as demandé de l'argent, alors que tu savais très bien que je pouvais t'aider. Mes neveux, eux, sont une autre histoire. Ils m'écrivaient et m'appelaient régulièrement, pour me réclamer des fonds, tantôt pour leurs études, tantôt pour des soins, ou pour lancer une entreprise. Je leur donnais ce qu'ils voulaient, mais je découvrais plus tard la vérité, l'argent partait dans des loisirs, des voitures de luxe, ou des vacances à l'étranger. J'en ai eu assez, de nourrir ces sangsues. Toi, tu es différente, tu es forte, tu sais encaisser les coups, sans te perdre. C'est pourquoi, tout ce qui m'appartient, est désormais à toi. Fais en bon usage. Et n'oublie jamais ceci, quand une personne s'enrichit, on voit immédiatement graviter autour d'elle, tous ceux qui veulent profiter de cet argent. Reste sur tes gardes. Ta marraine, Zénaïde. Clarisse a replié la lettre, et l'a glissée dans son sac. Ses mains tremblaient légèrement. Sa marraine avait raison. L'argent changeait tout, y compris les gens, autour de soi. Elle est rentrée chez elle, vers 18h. Victor n'était pas encore revenu, du travail. Clarisse s'est préparé un café, et s'est assise près de la fenêtre. Elle devait décider, si elle allait tout raconter à son mari, ou non. D'un côté, ils formaient un couple, ils devaient tout partager. Mais de l'autre, une petite voix lui répétait, « Ne te précipite pas. » Victor est rentré à 19h30, joyeux et plein d'énergie. « Clarisse, j'ai une grande nouvelle. J'ai eu une promotion. Je suis maintenant manager principal, s'est-il exclamé. Elle l'a pris dans ses bras, et l'a félicité. Son mari rayonnait. L'augmentation n'est pas énorme, à peine 200 €, mais ce n'est que le début. Dans 1 an, je pourrai viser un poste de directeur adjoint, a-t-il ajouté. Ils étaient assis dans la cuisine, buvant du thé, et Victor faisait des plans, pour l'avenir. On pourrait peut-être, enfin, prendre un crédit immobilier.
J'en ai marre de payer un loyer. J'aimerais qu'on ait notre propre chez nous, a-t-il suggéré. Clarisse hochait la tête, ne l'écoutant que d'une oreille. Soudain, son téléphone a vibré. Un appel, provenant d'un numéro inconnu. Elle a regardé l'écran, et a décidé de ne pas répondre, mais le téléphone a sonné, encore et encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça, a froncé les sourcils Victor. Réponds, à la fin. Clarisse a décroché, à contre-cœur. Madame Cavaignac ? C'est le cabinet du notaire, maître Dumont. Vous avez oublié de récupérer les copies de vos documents. Quand pourriez-vous passer ? A demandé la voix. Elle a mis sa main sur le micro du téléphone, mais il était trop tard. Victor la regardait, avec un air intrigué. Merci, je passerai demain, a-t-elle répondu, précipitamment. Après avoir raccroché, Clarisse s'est tournée vers son mari. Son visage exprimait une grande curiosité. Un notaire ? Que s'est-il passé ? A-t-il demandé. Elle a soupiré. Elle allait devoir lui dire la vérité. Ma marraine est décédée, et elle m'a laissé un héritage, a-t-elle avoué. Victor s'est redressé, et a reposé sa tasse. Quel genre d'héritage ? De l'argent, et un appartement. Combien d'argent ? A-t-il insisté. 2 millions d'euros, a-t-elle lâché. Un lourd silence est tombé, dans la pièce. Victor la regardait comme si, elle venait de lui annoncer, qu'elle partait vivre sur Mars. Puis, lentement, très lentement, il a souri. Et dans ce sourire, il y avait quelque chose, qui a glacé le sang de Clarisse. Tu es sérieuse ? A-t-il chuchoté. Très sérieuse. Il a bondi de sa chaise, a contourné la table, et l'a serrée dans ses bras, si fort, qu'elle pouvait à peine respirer. Mon Dieu, Clarisse, tu réalises ce que ça veut dire ? Nous sommes riches. On peut acheter un bel appartement, ou même une maison. Une nouvelle voiture, on peut tout s'offrir, s'est-il réjoui. Elle s'est doucement libérée de son étreinte. Ne nous précipitons pas. Je dois encore régler toutes les formalités, a-t-elle tempéré. Quelles formalités ? Quand est-ce que l'argent sera disponible ? Dans un mois, environ, a-t-elle répondu. Victor a attrapé un carnet, un stylo, et s'est rassis à table. Faisons le calcul. On va prendre un bel appartement, un grand 4 pièces au minimum, pour que mes parents aient de la place, quand ils viendront nous voir. Ça va bien nous coûter, 1,5 million d'euros. Je veux aussi une belle voiture, une berline allemande, disons 50 000 euros. Les travaux de rénovation, encore 100 000. Les meubles. Clarisse l'écoutait énumérer ses projets, et à chaque seconde qui passait, une froide lucidité grandissait en elle. Il disait, on va prendre, on va acheter, il nous faut. Pas un seul instant, il n'a dit, pour toi, ou, c'est toi qui décideras, mais toujours, nous. Victor continuait de gribouiller dans son carnet, calculant avec passion. Il faut aussi qu'on aide ma mère. Elle a dépensé sans compter, pour mon frère et moi, toute sa vie. C'est à notre tour de prendre soin d'elle. Avec 200 000 euros, on aura largement de quoi lui acheter un joli petit appartement. Elle vit dans un vieux HLM minable, c'est une honte, a-t-il affirmé. Clarisse a senti son estomac se nouer. En 10 minutes à peine, il avait déjà distribué plus de la moitié de l'argent, sans même lui avoir demandé son avis. Victor, on en reparlera demain. Je suis fatiguée, a-t-elle coupé. Il a levé les yeux de son carnet, et l'a regardé, avec étonnement. Pourquoi demain ? C'est notre avenir, qui se joue. Il faut planifier tout ça, a-t-il protesté. On planifiera, mais pas ce soir. Elle s'est levée, s'est enfermée dans la salle de bain, a fait couler l'eau, et a longuement fixé son reflet, dans le miroir. Un visage pâle, des cernes sombres sous les yeux, à cause des gardes de nuit incessantes. Une femme ordinaire de 38 ans, une infirmière usée par la vie. Et soudain,
2 millions d'euros. Sa marraine avait vu juste, l'argent transforme les gens. En 10 minutes, Victor était devenu une toute autre personne. Ses yeux brillaient, d'une cupidité effrayante. Il n'avait même pas posé de questions sur sa marraine, ni présenté ses condoléances. Rien que l'argent, et ses projets. Le lendemain matin, Victor s'est réveillé le premier, ce qui était très inhabituel. D'ordinaire, il aimait faire la grasse matinée. Clarisse a ouvert les yeux, et a vu son mari assis au bord du lit, avec son téléphone. « À qui parles-tu » a-t-elle demandé. « J'appelle ma mère. »« Il faut que je lui annonce » a-t-il répondu. « Non, pas encore. »« Pourquoi ? Elle va être tellement heureuse. »« Victor, je t'en prie, n'en parlons à personne, tant que je n'ai pas reçu l'argent, de manière officielle, l'a-t-elle supplié. Il a froncé les sourcils, mais a hoché la tête. « D'accord, comme tu voudras. » Clarisse est partie travailler, le cœur lourd. La garde a été calme. C'était rare, d'avoir le temps de souffler. Sa collègue, et unique amie, Céline, a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi tu fais cette tête ? » Des problèmes, s'est inquiétée Céline. Clarisse a failli éluder la question, mais a finalement décidé de se confier. Elle faisait confiance à Céline. Elles travaillaient ensemble, depuis 7 ans, elles ramenaient des gens à la vie ensemble, et elles pleuraient ensemble, quand elles ne parvenaient pas à les sauver. Ma marraine est décédée, et elle m'a laissé un héritage, a-t-elle murmuré. Céline a poussé un petit sifflement, en entendant la somme. Waouh! Tu en as de la chance, a-t-elle dit. Je ne sais pas si c'est une chance. Victor a déjà tout planifié. En 10 minutes chrono, a soupiré Clarisse. Céline a eu un petit rire sarcastique. Devine combien de temps il a fallu à mon ex, quand j'ai gagné 30 000 € au loto ? 5 minutes. Dans sa tête, il avait déjà acheté une nouvelle télévision et une console de jeu. Un mois plus tard, il se tirait avec une autre, parce que j'avais refusé de lui acheter une voiture. Clarisse est restée pensive. Tu penses que, a-t-elle commencé ? Je pense que l'argent est le meilleur test pour mesurer l'humanité de quelqu'un. C'est maintenant que tu vas voir qui est qui, a conclu son ami. Le soir venu, Clarisse est rentrée chez elle et a découvert que Victor n'était pas seul. Dans leur petit appartement était assise Raymonde, sa mère. Une femme forte, d'environ 65 ans, aux cheveux teints en roux, et à l'expression éternellement insatisfaite. Elle détestait Clarisse, depuis le premier jour de leur rencontre, estimant que son fils aurait pu trouver beaucoup mieux. Ah, voilà notre belle-fille si travailleuse, a souri Raymonde, et ce sourire a immédiatement mis Clarisse très mal à l'aise. Sa belle-mère ne lui souriait absolument jamais. Bonsoir, a répondu Clarisse. Mon petit Victor m'a raconté, pour ta merveilleuse surprise. Quelle chance inouïe. Clarisse a lancé un regard lourd de sens à son mari. Il a fui son regard, l'air coupable. Maman a deviné toute seule. J'ai fait une gaffe, sans faire exprès, a-t-il bafouillé. Raymonde a tapoté la place libre, sur le canapé, à côté d'elle. Assieds-toi, ma petite Clarisse, il faut qu'on discute de nos projets. Elle ne posait pas la question, elle donnait un ordre. Clarisse s'est assise lentement, dans le fauteuil d'en face. Voilà ce que j'ai pensé. Il vous faut un appartement plus grand. Vous êtes jeune, vous allez avoir des enfants. J'ai déjà repéré quelques options. Il y a un superbe 4 pièces. Dans un immeuble neuf, à 1,5 million d'euros. C'est un peu cher, bien sûr, mais l'agencement est parfait. J'aurai ma propre chambre, et vous aurez votre chambre, une chambre d'enfant, et un beau salon. Clarisse a senti son cœur se serrer douloureusement. Vous aurez une chambre, a-t-elle demandé. Eh bien oui, je vais venir vivre avec vous. Mon vieux HLM, c'est devenu invivable. Les voisins sont trop bruyants.
Et puis, je pourrai vous aider, avec les futurs petits-enfants, et je serai beaucoup plus rassurée, a expliqué Raymond. Victor hochait la tête, approuvant chaque mot, prononcé par sa mère. Maman a raison. Il nous faut un appartement plus spacieux. Et c'est vrai, que c'est difficile pour elle, de vivre seule, a-t-il renchéri. Clarisse est restée silencieuse. Ils avaient déjà tout décidé. Dans son dos, et sans même la consulter. C'était son argent, son héritage, mais pour une raison obscure, c'était eux, qui prenaient les décisions. Raymond a continué, à développer son idée. Et il faut acheter une voiture correcte. Victor se déplace en taxi, c'est une honte pour son statut. D'ailleurs, j'ai pensé, on pourrait peut-être, me prendre une petite citadine? Je sais conduire, j'ai mon permis. Ce serait tellement pratique. Clarisse s'est levée, d'un bond. Excusez-moi, j'ai besoin de me reposer, a-t-elle lancé. Elle s'est réfugiée dans la salle de bain, a fait couler une douche bien chaude, et est restée sous l'eau, essayant de se calmer. Il la prenait pour une idiote, pensant qu'elle allait hocher la tête docilement, et distribuer son argent, à droite et à gauche. Sa belle-mère, qui l'avait traitée comme une domestique pendant 5 ans, devenait soudainement mielleuse. Son mari, qui ne s'était jamais vraiment intéressé à son opinion, voulait tout à coup, tout discuter. Quand elle est sortie, Raymond était déjà parti. Victor était assis sur le canapé, l'air très satisfait. Maman est vraiment géniale, elle a tout pensé dans les moindres détails, s'est-il vanté. Clarisse s'est assise, face à lui. Victor, c'est mon argent. Il a cligné des yeux, sans comprendre. Bah oui, c'est le tien. Et alors? C'est moi qui vais décider, de ce que j'en fais. Mais nous sommes une famille, nous devons tout décider, ensemble, a-t-il répliqué. Décider? Oui. Mais c'est moi, qui aurai le dernier mot. Victor a froncé les sourcils. Pourquoi tu te mets en colère? On planifie tout ça, pour notre bien à tous. Pour le bien de qui? Ta mère veut venir vivre avec nous. Dans ta tête, tu as déjà acheté une voiture. Mais personne ne m'a demandé, ce que moi, je voulais, a-t-elle lâché. Il s'est levé, et s'est approché d'elle. Clarisse, ne fais pas de caprices. Je comprends que ce soit stressant, mais soyons raisonnables. Il faut placer cet argent, intelligemment. Je réfléchirai moi-même, à la façon de le placer. Elle s'est couchée, en tournant le dos à son mari. Victor s'est tourné et retourné dans le lit, pendant un long moment, poussant de gros soupirs, mais elle n'a pas réagi. Le lendemain, pendant que Clarisse était au travail, elle a reçu un appel de Lucette, une amie de sa belle-mère. Clarisse, ma chérie, toutes mes félicitations pour cette merveilleuse nouvelle. Raymond m'a tout raconté. Il faut absolument qu'on se voie, pour discuter de tout ça, a piaillé la femme. Clarisse a ravalé son agacement. Merci, mais je suis très occupée. Oh, allez, tu trouveras bien 5 minutes. J'ai des appartements incroyables, à te montrer. J'ai une copine qui travaille comme agent immobilier. Je n'ai pas besoin d'agent immobilier, a répondu Clarisse. Mais bien sûr que si. Tu ne vas pas t'en sortir, toute seule. Je m'en sortirai. Au revoir. Clarisse a raccroché, et a compris, le cirque avait commencé. Raymond avait déjà claironné la nouvelle de l'héritage, à toutes ses connaissances. Maintenant, tout le monde allait l'appeler, venir la voir, lui donner des conseils. Soudain, ils allaient tous devenir, extrêmement attentionnés. Le soir même, elle est passée devant une agence immobilière, à regarder les prix des appartements, et à évaluer les différentes options. Un 2 pièces dans un beau quartier, coûtait environ 800 000 €, un 3 pièces entre 1 million et 1,2 million, et le fameux 4 pièces, dont rêvait sa belle-mère, valait bien ses 1,5 million. Ensuite, elle est allée voir une avocate, spécialisée dans le droit de la famille, dont elle avait trouvé d'excellents avis, sur Internet.
L'avocate, une femme d'une cinquantaine d'années, au regard vif et intelligent, l'a écouté avec une grande attention. Un héritage constitue un bien propre, il ne se divise pas, en cas de divorce. Mais il y a des subtilités. Si vous investissez cet argent dans un bien acquis en commun, par exemple si vous achetez un appartement aux deux noms, alors en cas de séparation, votre mari pourra prétendre à la moitié de la valeur du bien, a expliqué l'avocate. Clarisse a hoché la tête. Et si j'achète un appartement uniquement à mon nom? Dans ce cas, il est exclusivement à vous. Votre mari n'a aucun droit dessus. Et s'il s'y oppose, a-t-elle demandé. Il peut s'y opposer, autant qu'il le souhaite. Juridiquement, cela reste votre propriété. Clarisse est sortie du cabinet, avec un immense sentiment de soulagement. Cela signifiait que l'argent n'appartenait vraiment qu'à elle. Personne ne pouvait la forcer à le dépenser contre son gré. De retour chez elle, Victor l'attendait, avec une pile de magazines immobiliers et des annonces imprimées. Regarde un peu les appartements que j'ai trouvés. Celui-ci est magnifique, 120 mètres carrés, 4 pièces, a-t-il dit, enthousiaste. Clarisse a pris la feuille qu'il lui tendait. 1 580 000 €. C'est trop cher. Mais c'est très spacieux. Maman aura sa place pour vivre, et les enfants auront de la place pour jouer. Victor, je ne veux pas que ta mère vienne vivre avec nous. Il s'est figé. Pourquoi? Parce que je veux vivre uniquement avec toi. Nous sommes des adultes. Nous n'avons pas besoin d'une baby-sitter. Ce n'est pas une baby-sitter. C'est ma mère, a-t-il répliqué. C'est exactement pour ça qu'elle doit vivre chez elle. Victor a jeté violemment les magazines sur la table. J'ai compris. Tu es juste radine. Je ne suis pas radine. Je ne veux tout simplement pas vivre avec ta mère. Et l'esprit de famille, alors? On ne doit pas aider ses parents, peut-être, a-t-il lancé. On peut les aider, sans pour autant vivre avec eux. Il a tourné les talons, et s'est enfermé dans la salle de bain, en claquant la porte. Clarisse a ramassé les magazines, et les a empilés. C'était leur première dispute, et vu la situation, certainement pas la dernière. Au milieu de la nuit, elle s'est réveillée, la gorge sèche. En allant dans la cuisine pour boire un verre d'eau, elle a entendu Victor parler à voix basse au téléphone, dans le couloir. Maman, elle fait sa tête de mule, elle dit qu'elle ne veut pas vivre avec toi. Je ne sais plus quoi faire. L'avocat a dit que l'héritage est un bien propre. Mais si j'arrive à la convaincre d'acheter un appartement à nos deux noms, alors en cas de divorce, je récupérerai la moitié. Non, je ne veux pas divorcer, c'est juste au cas où. Maman, tu comprends bien, on parle de sommes énormes. Clarisse s'est figée, derrière la porte. Ainsi, il avait déjà consulté un avocat, il réfléchissait déjà au scénario de divorce, et il planifiait la façon de récupérer la moitié de son argent. Et tout cela, dans son dos. Elle est retournée silencieusement dans la chambre, et s'est glissée dans le lit. Son cœur battait à tout rompre. Victor, son mari, l'homme avec qui elle partageait sa vie, depuis 5 ans. Il discutait avec sa mère, de la meilleure façon de lui voler son argent. Il envisageait même le divorce, s'il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait, en douceur. Le lendemain matin, Clarisse s'est réveillée très tôt. Victor dormait encore. Elle s'est habillée, a pris son sac, et a quitté l'appartement. Elle s'est rendue à la banque, et a ouvert un nouveau compte, un compte séparé, dont son mari ignorait l'existence. Ensuite, elle est allée consulter un autre avocat, spécialisé dans les divorces difficiles, pour se renseigner sur les subtilités du partage des biens, et la protection du patrimoine personnel. Elle a rassemblé ses papiers, et fait des copies, de tous les documents importants. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, Victor était attablé dans la cuisine, avec sa mère, et une jeune femme d'une 30aine d'années. « Ah, Clarisse, je te présente Marianne,
ma petite sœur, a lancé Victor. Clarisse savait que sa belle-sœur existait, mais en 5 ans de mariage, elle ne l'avait vue que 2 fois. Marianne vivait à Lyon, travaillait vaguement comme barmaid ou réceptionniste, et changeait constamment de lieu de vie. Au dire de Victor, sa sœur était un esprit libre. « Salut, belle-sœur », a lancé Marianne, avec un grand sourire. « J'ai entendu parler de ta petite chance. » « Bien joué. » Clarisse l'a saluée, prudemment. « Je suis venue passer une petite semaine ici. J'en avais marre de Lyon, j'ai décidé de rendre visite à la famille. » Cette petite semaine s'est rapidement transformée en une présence permanente. Marianne s'est installée sur le canapé, a étalé ses affaires dans tout leur petit appartement et se comportait comme si elle était chez elle. Dès le matin, elle fouillait dans le réfrigérateur, finissait les restes du dîner, parlait fort au téléphone jusque tard dans la nuit, et le 3e jour de son séjour, un grand dîner de famille a été organisé. Raymond avait apporté des salades, Victor avait acheté un gâteau. Ils étaient tous assis autour de la table, et Clarisse se sentait comme au milieu d'un interrogatoire. « Ma petite Clarisse, » a commencé la belle-mère, « nous en avons discuté, et nous pensons qu'il faut agir vite. L'immobilier grimpe, il vaut mieux acheter, maintenant. » Marianne a hoché la tête, avec insistance. « Exactement. Et d'ailleurs, j'aurais bien besoin d'un coup de main, moi aussi. Je veux lancer mon entreprise, ouvrir un petit bar. Il me faut juste 50 000 € pour le bail et le matériel. » Clarisse a lentement reposé sa fourchette sur la table. « Tu veux que je te donne mon argent ? » « Bah pas donner, juste m'aider. On est de la même famille, après tout. » Victor a pris la défense de sa sœur. « Ce n'est pas une grosse somme. Pour toi, c'est de l'argent de poche. » Clarisse les a regardés, tous les trois. Raymond souriait, Marianne la fixait avec une attente avide. Victor hochait la tête, pour l'encourager. « Je vais y réfléchir, » a-t-elle répondu. « Mais qu'est-ce qu'il y a à réfléchir » a explosé Marianne. « Tu as des millions, et tu ne peux même pas aider tes propres proches ?» Clarisse s'est levée de table. « Excusez-moi, j'ai une terrible migraine. » Elle s'est réfugiée dans la salle de bain, s'est enfermée, et a fait couler l'eau. Ils s'étaient ligués contre elle, tous les trois. Ils pensaient qu'elle allait craquer sous la pression, distribuer son argent à tout va, et se réjouir d'avoir aidé sa belle famille. Au fil des jours, Victor est devenu de plus en plus insistant. Chaque soir, il ramenait le sujet de l'appartement sur le tapis, puis la voiture, puis l'aide pour sa mère et sa sœur. Clarisse donnait des réponses évasives, disait qu'elle réfléchissait encore, mais la patience de son mari touchait à sa fin. « Pourquoi tu fais traîner les choses ?» a-t-il demandé, un soir, alors qu'ils étaient seuls. « L'argent est arrivé ? » Pas encore. Et c'est pour quand ? Bientôt. Clarisse, on doit se décider pour l'appartement. J'ai déjà pris rendez-vous avec un agent immobilier pour demain. On va visiter quelques options. Je n'ai pris aucun rendez-vous, a-t-elle répliqué. J'ai pris rendez-vous pour nous deux. Victor, c'est mon argent. C'est moi qui déciderai de la façon dont il sera dépensé. Il a soupiré et s'est pincé l'arête du nez. Nous sommes une famille. Tu as oublié ? Je n'ai pas oublié. Mais cela ne veut pas dire que je dois faire tout ce que vous exigez. On veut seulement ce qu'il y a de meilleur pour nous. Non, vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour vous seul. Victor s'est emporté. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis ton mari. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu as le droit de disposer de mon argent ? J'ai le droit de participer aux décisions qui concernent notre foyer. Participer ? Oui. Mais c'est moi qui décide. Il a gardé le silence, la regardant avec incrédulité. Tu as changé.
Tu n'étais pas comme ça, avant. Avant, je n'avais pas 2 millions d'euros, et je ne savais pas que tu pouvais te comporter de cette façon. Clarisse s'est enfermée dans la salle de bain, le laissant seul. Elle l'a entendu appeler sa mère, pour se plaindre de l'entêtement de sa femme. Raymonde parlait fort. Victor approuvait. Et le lendemain, en rentrant de sa garde, Clarisse a découvert un document imprimé, dans la sacoche de son mari, le contrat avec un avocat, pour une consultation sur le partage des biens en cas de divorce, daté d'une semaine avant, le fameux appel du notaire. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il était au courant pour l'héritage, bien avant elle, et il s'était préparé. Clarisse a pris le document en photo, et l'a remis à sa place. Ses mains tremblaient de rage. Ainsi, tout cela n'était qu'une grande mise en scène. Sa joie, ses projets, tout était faux. Il se préparait à mettre la main sur son argent, avant même qu'elle n'en apprenne l'existence. Le soir venu, elle s'est assise devant son ordinateur, et a commencé à faire des recherches. Elle a tapé le numéro de l'avocat, qui figurait sur le contrat. Il s'agissait d'un spécialiste des litiges familiaux, et du partage du patrimoine. Un spécialiste très cher. Victor avait dépensé une somme coquette, pour cette consultation. Ensuite, elle a fouillé dans les messages de son mari, qui avait laissé son téléphone chargé, dans la chambre. C'était une conversation, avec Raymonde. « Maman, j'ai appris que Zénaïde Leblanc est morte. Elle a tout laissé à Clarisse. Il faut agir vite. Mon chéri, l'essentiel, c'est de la convaincre d'acheter un appartement, à vos deux noms. Comme ça, en cas de divorce, tu récupéreras la moitié. Je vais essayer, mais elle est très têtue. Elle n'est pas têtue, elle est juste stupide. Elle se croit intelligente. On va la manipuler. » Clarisse lisait ses messages, et sentait une rage froide grandir en elle. Il parlait d'elle dans son dos, planifiait la meilleure façon de l'escroquer, la traitait d'idiote. Et tout ça, c'était son mari et sa belle-mère, les gens qu'elle considérait comme sa propre famille. Elle a remis le téléphone à sa place, et a refermé l'ordinateur. C'était clair. C'était la guerre, et elle y était préparée. Dès le lendemain, Clarisse a transféré l'argent du compte de succession, vers son nouveau compte sécurisé, dans une autre banque. Elle a fait des copies de tous les documents cruciaux, les a cachés chez Céline, et a consulté 2 autres avocats. Elle a trouvé un petit appartement à louer, près de l'hôpital, et s'est arrangée avec la propriétaire, pour pouvoir s'y installer, à tout moment. Tout était prêt pour sa fuite, mais elle n'avait pas encore l'intention de partir. Elle voulait voir jusqu'où ils iraient, jusqu'où irait leur audace. Victor est rentré à la maison, l'air particulièrement satisfait. « Clarisse, demain on va visiter des appartements. J'ai pris rendez-vous avec l'agent immobilier. Maman viendra aussi, pour nous aider à choisir. » Clarisse a hoché la tête. « D'accord. » Il l'a regardée, avec surprise. « C'est vrai ? Tu es d'accord ? Pour visiter ? Oui. Mais c'est moi qui prendrai la décision finale. » Victor a souri, visiblement ravi, pensant qu'elle avait fini par céder. « Bien sûr, on va juste jeter un œil. » Clarisse s'est couchée en pensant, il croit avoir gagné, il croit qu'elle a baissé les bras. Mais il se trompe, lourdement. Elle voulait simplement voir, jusqu'où ils étaient prêts à aller, et ensuite. Ensuite, elle leur montrerait, qui elle était vraiment. La journée a commencé, avec un appel de Raymonde, à 7 heures du matin. Clarisse dormait encore, après une garde de nuit éprouvante, mais sa belle-mère exigeait déjà toute son attention. « Clarisse, ma chérie, on a rendez-vous avec l'agent immobilier, à 10 heures tapantes. Habille-tu correctement. C'est un événement important, quand même. » Clarisse a raccroché au nez de sa belle-mère, éteint son téléphone, et a essayé de se rendormir. Mais 5 minutes plus tard, on a sonné à la porte. Victor a ouvert, et a laissé entrer sa mère. Raymonde a fait irruption dans la chambre, et a ouvert les rideaux, en grand. Debout.
Ce n'est pas le moment de traîner au lit, on a des choses à faire. Clarisse s'est assise lentement sur son lit, et a fusillé sa belle-mère, du regard. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai besoin de dormir. Tu dormiras plus tard. Pour l'instant, c'est l'appartement qui est prioritaire. Sa belle-mère faisait déjà comme chez elle dans la cuisine, préparait du café, sortait des provisions du réfrigérateur, et se comportait comme si elle était la maîtresse de maison. Victor se tenait à côté, approuvait les moindres faits et gestes de sa mère, et lançait à Clarisse des regards pleins de reproches. « Dépêche-toi un peu, on va finir par être en retard », a-t-il râlé. Clarisse s'est habillée, en silence. Un jean, un pull basique, des baskets. Raymond l'a dévisagé, avec beaucoup de mépris. « Tu aurais au moins pu mettre une robe, ou des chaussures de ville. »« Je suis très bien comme ça », a répondu Clarisse. L'agent immobilier les a accueillis, devant l'entrée d'un immeuble flambant neuf, dans un quartier très chic. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années, arborant un sourire ultra bright, et tenant un dossier à la main. Elle a serré la main de Victor, salué Raymond, mais a prêté très peu d'attention à Clarisse. « Entrez, je vais vous montrer un bien exceptionnel. 4 pièces, 122 mètres carrés, avec des finitions haut de gamme. » L'appartement était effectivement magnifique, très spacieux, baigné de lumière, avec de grandes baies vitrées, et des matériaux de qualité. Raymond a immédiatement commencé à attribuer les pièces. « Alors, ça ce sera ma chambre, elle est exposée plein sud, bien lumineuse. Celle-ci, un peu plus petite, sera pour les enfants. Ici, le grand salon, et là, la chambre pour toi et Victor. » L'agent immobilier hochait la tête, et prenait des notes dans son carnet. Victor arpentait l'appartement, et claquait la langue, plein d'admiration. Clarisse se tenait près de la fenêtre, et regardait la ville. 1 580 000 €. Presque tout son héritage. Pour un appartement, où sa belle-mère s'était déjà octroyé la meilleure chambre. « Qu'en pensez-vous » a demandé l'agent, en s'adressant à Victor. « C'est parfait. On le prend. » Clarisse s'est retournée. « Non. » Tous les trois se sont figés, et l'ont dévisagé. « Comment ça, non » a plissé les yeux Raymond. « J'ai dit, non, nous n'achèterons pas cet appartement. » « Mais pourquoi ?» Victor s'est approché, et lui a pris la main. « Il est tout simplement parfait. Il est beaucoup trop cher, et beaucoup trop grand. » L'agent immobilier est intervenu, avec précipitation. « Nous pouvons tout à fait visiter d'autres biens. J'ai un superbe 3 pièces, un peu moins onéreux. » Raymond l'a sèchement coupé. « Pourquoi un 3 pièces ? 4 pièces, c'est le strict minimum, pour une famille normale. » « Pour quelle famille ? » Clarisse s'est dégagée de l'emprise de son mari. « Nous ne sommes que 2, Victor et moi. » Sa belle-mère a posé une main dramatique sur sa poitrine. « Et moi, alors ? Je ne fais pas partie de la famille ? » « Vous êtes de la famille. Mais vous avez votre propre appartement. »« Mais je veux emménager avec vous, ce sera tellement plus convivial, » a protesté Raymond. Clarisse a regardé Victor, droit dans les yeux. « Veux-tu vraiment que ta mère vive avec nous ? » Il a hésité, ne sachant pas quoi répondre. C'est Raymond qui a répondu à sa place. « Évidemment qu'il le veut. Quel fils digne de ce nom refuserait d'aider sa propre mère ? On peut aider sa mère, d'une autre manière. » Clarisse est sortie de l'appartement, sans même attendre leur réaction. Derrière elle, elle entendait sa belle-mère s'indigner bruyamment auprès de l'agent, et Victor s'excuser platement, promettant de raisonner sa femme. Elle est descendue au rez-de-chaussée, est sortie dans la rue, et a respiré profondément, pour faire redescendre la pression. Quelques minutes plus tard, Victor et sa mère sont apparus. Raymond était rouge de colère. « Tu m'as humilié, devant une parfaite inconnue » a-t-elle crié. « J'ai simplement dit
que je n'allais pas acheter cet appartement, a répondu calmement Clarisse. Tu n'es qu'une égoïste doublée d'une radine. Tu ne penses qu'à ta petite personne. Clarisse s'est tournée et a planté son regard dans celui de sa belle-mère. Raymonde, c'est mon argent. C'est moi qui décide comment le dépenser, et je n'ai absolument pas l'intention d'acheter un appartement pour que vous veniez vivre avec nous. Sa belle-mère est devenue cramoisie. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Je suis ton aîné. Vous n'êtes rien pour moi. La mère de mon mari, un point c'est tout. Victor a attrapé Clarisse par l'épaule et l'a forcée à se tourner vers lui. Tu vas immédiatement présenter tes excuses à ma mère. Pour quelle raison? Pour ton insolence. Clarisse a repoussé sa main, d'un geste sec. Ne me touche pas. Et ne me dis pas ce que je dois faire. Elle s'est dirigée vers la station de taxi, en a hélé un, et est partie, les laissant tous les deux plantés sur le trottoir. Dans la voiture, elle a sorti son téléphone, et l'a allumé. 10 appels en absence de Victor, 5 de sa belle-mère, 3 de Marianne. Elle a éteint l'appareil, de nouveau. De retour chez elle, Clarisse s'est changée, et s'est allongée sur le canapé. Son crâne la faisait souffrir, à cause du manque de sommeil et du stress. Elle a fermé les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, ils ne s'arrêteront pas, ils vont faire pression, exiger, manipuler. Raymonde ne lui pardonnerait jamais cet affront public. Victor chercherait à se venger, parce qu'elle l'avait mis dans une situation embarrassante. Environ 3 heures plus tard, on a sonné à la porte. Clarisse n'a pas bougé. La sonnerie a retenti longuement, avec insistance. Puis, elle a entendu le bruit d'une clé, dans la serrure. Victor est entré. Il était suivi de Raymonde et de Marianne. Il faut qu'on discute, a déclaré son mari, en entrant dans le salon. Clarisse s'est assise, sur le canapé. Je n'ai aucune envie de discuter. Tu n'as pas le choix. Raymonde s'est installé lourdement dans le fauteuil, Marianne s'est adossée au mur, et Victor s'est assis en face de sa femme. Clarisse, ton comportement est complètement irrationnel. Nous sommes ta famille, nous voulons simplement t'aider à prendre les bonnes décisions, a commencé Victor. Je suis une adulte, je prends mes décisions, toute seule. Visiblement, tu les prends très mal, est intervenu Raymonde. Tu refuses un appartement magnifique, et tu ne veux pas aider tes propres proches. Marianne a pris le relais. Moi, j'ai juste besoin de 50 000 euros. Pour toi, ce n'est rien du tout, et pour moi, c'est l'opportunité de lancer mon affaire. Clarisse les a regardés, tour à tour. Vous pensez sérieusement que je vais vous distribuer mon argent, comme ça? Pourquoi, ça te pose un problème, a grimacé Marianne. Tu es la seule à être riche, et nous, on devrait continuer à galérer? Je ne suis pas responsable de vos problèmes financiers. Mais tu as les moyens de nous aider. Non, je ne le ferai pas. Un silence pesant s'est installé. Victor a serré les poings. Clarisse, on essaie de régler ça en douceur. Ne nous oblige pas à employer d'autres méthodes. Quelles autres méthodes? Il n'a rien répondu, se contentant de la foudroyer du regard. Raymonde s'est levé. Très bien, qui vivra verra. Ils sont sortis tous les trois, en claquant violemment la porte. Clarisse s'est retrouvée seule. Son cœur battait la chamade. La menace était très claire. Ils allaient passer à la vitesse supérieure. Le lendemain, Clarisse s'est rendue à la banque. Elle voulait vérifier son compte et s'assurer que tout était en ordre. La conseillère, une femme d'âge mûr, a consulté son écran et a froncé les sourcils. Votre mari est passé hier, il a essayé d'obtenir des informations concernant votre compte, a-t-elle indiqué. Le sang de Clarisse s'est glacé. Et que lui avez-vous dit? Rien du tout.
Sans votre autorisation expresse, nous ne communiquons aucune information à des tiers. Mais il a été très insistant et a exigé de mettre en place une procuration. Clarisse a immédiatement renforcé la sécurité de son compte, a modifié tous ses mots de passe et a formellement interdit à la banque de transmettre la moindre information à quiconque, y compris à son mari. Le soir même, une violente dispute a éclaté. Victor lui est tombé dessus, dès qu'elle a franchi le pas de la porte. « Pourquoi es-tu allé à la banque » a-t-il hurlé. « Pour vérifier mon compte. »« Et pourquoi m'as-tu interdit l'accès à tes informations ? » ?»« C'est mon compte personnel, c'est mon argent. »« Je suis ton mari, j'ai le droit de savoir. »« Non, tu n'en as pas le droit. » Victor lui a attrapé le bras et l'a serré de toutes ses forces. « Tu es devenue complètement folle ? Tu crois que je vais te laisser faire la loi ici ? » Clarisse s'est dégagée violemment et a reculé. « Ne me touche pas. Ne pose plus jamais la main sur moi. Sinon quoi ? Tu vas demander le divorce ? » Il a eu un sourire mauvais. « Vas-y, demande le divorce. Je récupérerai la moitié de l'appartement et une belle prestation compensatoire. Les héritages ne se partagent pas en cas de divorce. Mon avocat ne semble pas de cet avis. Alors ton avocat est un incompétent. » Clarisse est allée s'enfermer dans la salle de bain, s'est assise sur le rebord de la baignoire et a pris sa tête entre ses mains. Il était de plus en plus proche de recourir à la violence physique. Elle l'avait lu dans ses yeux. La rage, l'avidité et la certitude qu'elle finirait par craquer. Mais elle ne craquerait pas. Une semaine plus tard, la situation a pris une nouvelle tournure. Raymonde est tombée malade, ou plutôt, elle a simulé une maladie. Elle a appelé Victor au beau milieu de la nuit, affirmant qu'elle se sentait très mal, que son cœur lâchait, et qu'elle avait peur de mourir toute seule. Victor a couru chez sa mère et a appelé les urgences. Il a réveillé Clarisse à 3 heures du matin. Maman a été emmenée à l'hôpital. C'est de ta faute, à cause de tes refus constants et de ton arrogance, a-t-il craché. Clarisse n'a rien répondu. Elle savait pertinemment que c'était du cinéma. Raymonde se portait comme un charme, elle avait simplement décidé de jouer sur la corde sensible. Le matin, Victor l'a traînée de force jusqu'à l'hôpital. Sa belle-mère était allongée dans une chambre, très pâle, avec une perfusion dans le bras. Marianne était assise à ses côtés, jouant à la perfection le rôle de la fille dévouée. « Ah, ma petite Clarisse !» Raymonde a faiblement levé la main. « Je suis si heureuse que tu sois venue. Je croyais ne plus jamais te revoir. » Victor s'est placé derrière sa femme et a posé ses mains sur ses épaules. « Maman va très mal. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin de repos absolu et d'éviter tout stress, a-t-il solennellement déclaré. Clarisse a observé sa belle-mère, en silence. Celle-ci a fermé les yeux et a gémi faiblement, pour rajouter à l'effet dramatique. « J'ai tellement peur de mourir toute seule. Je veux que mon fils soit près de moi. Je veux être sûre qu'il ne manquera de rien. » Marianne a poussé un sanglot théâtral. « Maman, chérie, ne dis pas des choses pareilles. Tu vas t'en sortir. »« Je m'en sortirai, seulement si je sais que mon fils est à l'abri du besoin, qu'il a un toit décent sur la tête, et que notre famille prend bien soin de lui, » a pleurniché Raymonde. Clarisse a tourné les talons et est sortie de la chambre. Derrière elle, elle a entendu sa belle-mère s'étrangler d'indignation, et les pas lourds de Victor, qui la poursuivait. « Tu n'as pas de cœur » l'a-t-il rattrapé, dans le couloir. « Ma mère est à l'article de la mort, et ça ne te fait ni chaud ni froid. »« Ta mère n'est pas à l'article de la mort, elle fait semblant. »« Et comment pourrais-tu le savoir » a-t-il hurlé. « Je suis infirmière. J'ai passé 12 ans en réanimation, j'ai vu des centaines de personnes qui étaient réellement mourantes. Ta mère se porte comme un charme. » Victor est devenu pourpre de rage.
Comment oses-tu? Elle s'est éloignée, sans un regard en arrière. Dans les couloirs de l'hôpital, elle a cherché le médecin de garde, pour l'interroger sur l'état de Raymond. La jeune femme médecin a simplement haussé les épaules. C'est un peu de surmenage nerveux, avec une légère poussée de tension. Absolument rien de grave. Nous allons la laisser sortir demain, a-t-elle confirmé. Clarisse a hoché la tête. Exactement ce qu'elle pensait. Une mauvaise pièce de théâtre. Le soir, Victor est rentré à la maison, l'air très sombre. Il a jeté ses clés sur le meuble de l'entrée, et est allé dans la cuisine. Clarisse préparait le repas. Il s'est assis à table, la respiration saccadée. On ne peut plus continuer comme ça. Tu transformes notre vie en un véritable cauchemar, a-t-il déclaré. Moi? Clarisse s'est retournée. C'est vous, avec ta mère, qui organisez des mises en scène, et qui exigez mon argent. C'est vous, qui me mettez la pression. Nous te demandons, simplement de l'aide. Vous exigez. C'est très différent. Très bien. Victor s'est levé, et s'est approché, tout près d'elle. Jouons carte sur table. Soit tu aides notre famille, soit... Soit quoi? Soit tu vas le regretter, amèrement. Clarisse a plongé son regard dans le sien. C'est une menace? C'est un avertissement. Elle a posé sa poêle, et s'est essuyé les mains, avec un torchon. Tu sais quoi, Victor? Fiche le camp. Quoi? Sors de ma cuisine, sors de chez moi, et sors de ma vie. C'est chez nous. On loue tous les deux. On loue avec mon argent. Tu veux vivre ici? Comporte-toi correctement. Sinon, la porte est là. Victor lui a saisi le poignet, et l'a tiré vers lui, avec brutalité. Tu vas trop loin. Clarisse lui a donné un coup de genou, bien placé. Pas assez fort pour le blesser gravement, mais suffisamment pour qu'il la lâche, et recule en grimaçant. Je t'ai dit, de ne plus jamais me toucher. Elle s'est dirigée vers la chambre, a attrapé un sac, ses papiers, et son téléphone. Victor était prostré sur le sol, se tenant le ventre, la foudroyant d'un regard haineux. Tu vas le payer très cher. Tu vas voir, a-t-il grogné. Clarisse a quitté l'appartement, et n'y a plus jamais remis les pieds. Elle s'est rendue directement dans le petit appartement, qu'elle avait loué en secret. La propriétaire l'a accueillie chaleureusement, lui a fait visiter les lieux, et lui a remis les clés. Restez aussi longtemps, que vous en aurez besoin. Je suis ravie, de pouvoir vous aider, a-t-elle dit. Clarisse n'a presque pas fermé l'œil, de la nuit. Allongée dans ce lit inconnu, elle réalisait que son mariage était définitivement terminé. 5 ans de vie commune avec Victor. 5 années, qui n'avaient été qu'un mensonge. Il ne l'avait jamais aimée, il s'était simplement servi d'elle, et dès que l'argent avait fait son apparition, il avait dévoilé son véritable visage. Au petit matin, Céline l'a appelé. Comment vas-tu? Victor m'a harcelé de coups de fil toute la nuit, il exigeait de savoir où tu te cachais. Ne lui dis surtout rien. Je ne lui dirai rien, mais fais très attention. Il avait l'air vraiment menaçant. Je le serai, a promis Clarisse. Dans la journée, Clarisse a rencontré son avocate et a officiellement lancé la procédure de divorce. L'avocate, avec son regard perspicace, a approuvé d'un signe de tête. C'est la meilleure chose à faire. Le plus tôt sera le mieux. Il va essayer de ralentir la procédure. Qu'il essaie. La loi est formelle, et elle est de votre côté. 2 jours plus tard, Victor recevait la signification des documents. Il a appelé Clarisse depuis un numéro qu'elle ne connaissait pas, et a hurlé dans le combiné qu'il allait la détruire, qu'elle allait se retrouver sur la paille. Clarisse a écouté sa crise de nerfs avec le plus grand calme, et a raccroché. Ensuite, ce fut au tour de Raymond d'appeler. Ma petite Clarisse, il ne faut pas divorcer.
On va discuter, tous ensemble. Je me suis peut-être, un peu emportée, a-t-elle tenté, d'une voix mielleuse. Il est trop tard. Mais nous sommes une famille. Non, vous êtes de parfaits inconnus, pour moi. Clarisse a raccroché, et n'a plus répondu, à aucun appel. Elle a changé de numéro de téléphone. Elle a prévenu la sécurité de son hôpital, de ne sous aucun prétexte, laisser entrer son mari, s'il se présentait. Une semaine s'est écoulée. Une semaine calme, et sereine. Clarisse travaillait, rentrait dans son petit appartement, lisait, regardait des séries, et savourait le silence, et sa liberté retrouvée. Et puis, Victor l'a appelée, d'un autre numéro inconnu. Sa voix était calme, presque douce. Clarisse, il faut qu'on se voie, pour discuter des modalités du divorce. J'ai pris un avocat, discute-le avec lui. Mais je voudrais te parler en face, sans avocat, sans cri, d'humain à humain. Elle a pesé le pour et le contre. D'un côté, le rencontrer pouvait être risqué, mais de l'autre, elle n'avait plus peur de lui. Elle savait que c'était un lâche, il pouvait proférer des menaces, mais n'oserait jamais, s'en prendre à elle en public. D'accord. Dans un café, un endroit bien fréquenté. Ils se sont retrouvés dans un centre commercial, à la terrasse d'un café, au rez-de-chaussée. Victor est arrivé seul. Il avait l'air épuisé, et négligé. Il s'est assis en face d'elle, et a commandé un cappuccino. « Je t'écoute » a-t-elle dit. Il a soupiré, et s'est frotté le visage. « Clarisse, je sais que j'ai eu tort. Je me suis emportée. Ma mère m'a mis une pression folle, ma sœur n'arrêtait pas de pleurnicher. J'ai complètement perdu pied. Et qu'est-ce que ça change, maintenant ? Recommençons à zéro. Je te promets qu'il n'y aura plus de pression, plus aucune exigence. C'est toi qui décideras, de ce qu'on fait de cet argent. » Clarisse a pris une gorgée de son café, et l'a regardé, droit dans les yeux. « Je ne te crois pas. Je suis très sérieux. Non. Tu veux juste que je revienne, et que j'annule la procédure de divorce. Et après, tout recommencera, exactement comme avant. » Victor s'est penché en avant. « Je t'aime. » Non, tu aimes mon compte en banque. Il s'est adossé à sa chaise. Les traits de son visage se sont durcis instantanément. Très bien. Alors fais comme tu l'entends. Mais sache que je trouverai un moyen de récupérer ce qui m'est dû. Qui ne tente rien à rien. Victor s'est levé, a jeté un billet sur la table pour son café, et est parti. Clarisse l'a regardé s'éloigner. Il n'y aurait aucun accord à l'amiable. C'était la guerre ouverte. Et la guerre a bien eu lieu. Victor a engagé un avocat, réputé, cher et agressif. Celui-ci a déposé une demande reconventionnelle, réclamant des dommages et intérêts pour préjudice moral, la moitié de l'appartement issu de l'héritage, et une part importante des fonds. L'avocate de Clarisse, en lisant le document, n'a pu retenir un sourire amusé. Ces requêtes sont complètement absurdes. Votre héritage est un bien propre. Aucun juge ne lui accordera le moindre centime. Mais il essaie quand même, a fait remarquer Clarisse. Bien sûr, il espère vous effrayer, pour que vous acceptiez un arrangement à l'amiable. Il espère que vous lui donnerez un petit billet d'1 million, juste pour qu'il vous laisse tranquille. Clarisse a pincé les lèvres. Il n'aura absolument rien. C'est la bonne attitude, a conclu l'avocate. L'audience au tribunal a été fixée 1 mois plus tard. Pendant ce temps, Clarisse a continué sa vie. Elle allait au travail, sauvait des vies en réanimation, rentrait chez elle, et réfléchissait à son avenir. Elle avait géré son argent, avec beaucoup de bon sens, elle avait acheté un petit appartement de 2 pièces, dans un très beau quartier, abordable mais très chaleureux. Elle l'avait mis, exclusivement à son nom. Elle avait placé une partie de son capital sur des comptes rémunérés, et avait gardé le reste, disponible. Pas de luxe tapageur, pas de vie de milliardaire, juste une existence normale, et sereine.
Mais un soir, alors que Clarisse rentrait du travail, Victor lui a barré la route. Il l'attendait devant son immeuble, fumant nerveusement. « Il faut qu'on parle », a-t-il lancé. « Nous n'avons rien à nous dire. Maman va très mal. Elle a fait un vrai AVC, cette fois. Elle est en soins intensifs. » Clarisse s'est méfiée. « Quand ça ? » « Il y a 3 jours. Elle a besoin d'une opération très coûteuse, et je n'ai pas les moyens de payer ça. » « Et tu veux que ce soit moi qui paie ? » Victor a hoché la tête. « Je sais qu'on s'est quitté en très mauvais termes, mais c'est quand même ma mère. Je t'en prie, aide-nous. » Clarisse a hésité. D'un côté, Raymonde était une femme exécrable, qui lui avait pourri la vie. Mais de l'autre, elle était infirmière, elle avait prêté serment d'aider les personnes en souffrance. Dans quel hôpital est-elle ? Victor lui a donné l'adresse. Clarisse s'y est rendue le lendemain, a trouvé le médecin-chef, et s'est entretenue avec lui. Il s'est avéré que oui, Raymonde avait bel et bien fait un accident vasculaire cérébral. Un AVC sévère, provoquant une paralysie de tout le côté gauche de son corps. Aucune opération n'était requise, mais elle avait besoin de soins constants et d'une longue rééducation. « Combien cela va-t-il coûter ?» a-t-elle demandé. Le médecin lui a annoncé un devis, 20 000 €, pour un séjour de 3 mois, dans un centre de rééducation spécialisé. Clarisse a réfléchi, puis a déclaré. « Je vais régler la facture. Mais à une condition, après sa rééducation, Raymonde ne devra plus jamais croiser mon chemin. » Victor, qui était assis un peu plus loin, a opiné du chef, avec précipitation. « Bien sûr, c'est promis, merci infiniment. » Elle a payé les soins, et a signé le contrat avec le centre. Raymonde y a été transféré, une semaine plus tard. Mais la semaine suivante, l'impensable s'est produit, le centre a renvoyé Raymonde, chez elle. Non pas dans son appartement, mais chez Victor, c'est-à-dire dans l'appartement que Clarisse et lui louaient auparavant. Et Victor a rappelé Clarisse. « J'ai besoin d'aide. Maman est incapable de faire quoi que ce soit, toute seule. Il lui faut une infirmière à domicile, et je n'ai pas d'argent. J'ai déjà payé la rééducation, a-t-elle rappelé. Elle a fait un scandale, et a refusé de rester là-bas. Elle a dit qu'elle voulait rentrer chez elle. C'est ton problème, pas le mien. Clarisse, je t'en supplie, je n'y arrive pas. Engage une auxiliaire de vie. Je n'ai pas l'argent pour ça. Alors, occupe-toi d'elle, toi-même. Elle a raccroché, mais 1 heure plus tard, c'est Marianne qui a appelé. Écoute-moi bien, notre mère est clouée au lit, et mon frère n'y arrivera pas tout seul. Tu pourrais au moins faire un geste. Et pourquoi devrais-je faire un geste ? Mais parce que tu es riche. Ce n'est pas une raison valable, a rétorqué Clarisse. Très bien. Tu l'auras voulu. Tu vas le regretter. Clarisse a raccroché son téléphone, mais elle a senti que quelque chose se tramait. Il n'allait pas la laisser en paix. Et en effet, ils ne l'ont pas fait. 3 jours plus tard, Victor l'a attiré dans un piège, il a appelé d'un numéro masqué, et lui a dit qu'il voulait lui rendre ses affaires personnelles, qui étaient restées dans leur ancien appartement. Clarisse s'y est rendue pour les récupérer, a franchi la porte, et a immédiatement compris qu'elle avait commis une erreur. Victor, Marianne et le père de Victor, Pierre, un homme d'une 60aine d'années, très silencieux, étaient tous là. Et sur le lit, dans la chambre, était allongé Raymonde. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Clarisse. Victor a verrouillé la porte d'entrée, à double tour. « Il faut qu'on parle. Qu'on ait une vraie conversation, a-t-il annoncé. Ouvre cette porte. Tout de suite. On va d'abord discuter, a-t-il insisté. Clarisse a sorti son téléphone. Victor le lui a arraché des mains, et l'a jeté sur le canapé. N'essaie d'appeler personne. Contente-toi d'écouter.
Elle a regardé autour d'elle. Marianne se tenait, dans l'encadrement de la porte de la chambre. Pierre était assis dans la cuisine. Tous les trois la fixaient avec insistance. Maman reste ici, a décrété Victor. Et c'est toi qui vas t'occuper d'elle. Clarisse a eu un rire jaune. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu es sa belle-fille. C'est ton devoir sacré. Nous sommes en pleine procédure de divorce. Je ne suis rien, pour elle. Le divorce n'a pas encore été prononcé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tu es toujours ma femme, et tu vas aider cette famille. Depuis la chambre, on a entendu la voix faible de Raymonde. Ma petite Clarisse, viens ici. Clarisse s'est avancée à contre-cœur, dans la chambre. Sa belle-mère était allongée dans le lit, recouverte d'une couverture. Le côté gauche de son visage était affaissé. Son bras gauche reposait, inerte, sur les draps. « Aide-moi. Je suis tellement malade », a gémi Raymonde. « Vous avez besoin d'une aide-soignante », a répondu Clarisse. « C'est de toi dont j'ai besoin. » Clarisse s'est retournée pour partir, mais Victor lui bloquait le passage. « Tu vas rester ici. Tu vas prendre soin de maman, jusqu'à ce qu'elle soit sur pied. Et si je refuse? Alors, nous trouverons un moyen de t'en persuader. » Clarisse l'a jaugé longuement, puis a déclaré d'une voix très calme. « Je vous donne exactement 10 secondes, pour me laisser sortir, ou j'appelle immédiatement la police. » « Tu n'as pas ton téléphone », a ricané Victor. « J'ai ma voix. Je vais hurler, jusqu'à ce que tous les voisins m'entendent. » Ils ont échangé des regards inquiets. Pierre s'est levé, de sa chaise dans la cuisine. « Laisse-la partir. On n'a pas besoin d'avoir des problèmes avec la justice. » Victor s'est écarté de la porte, à contre-cœur. Clarisse est passée devant lui, a récupéré son téléphone sur le canapé, et s'est dirigée vers la sortie. Sur le pas de la porte, elle s'est retournée. « Si vous essayez encore une seule fois de me retenir contre mon gré, je porte plainte pour séquestration. » « Mais nous sommes une famille, » a hurlé Marianne. « Tu n'arrives pas à le comprendre? Vous n'êtes pas ma famille. Vous n'êtes que des inconnus, rongés par la cupidité. » Clarisse est sortie, et n'a pas regardé derrière elle. Ses mains tremblaient, mais elle a gardé la tête haute. Elle est descendue, est sortie dans la rue, et a sauté dans un taxi. Dans la voiture, elle a appelé son avocate. « Ils ont essayé de me retenir de force », lui a-t-elle dit. « Allez immédiatement déposer une main courante à la police », a conseillé l'avocate. « Je n'ai pas envie de m'enliser là-dedans. Accélérez simplement la procédure de divorce. Nous allons faire notre maximum. » Clarisse est rentrée chez elle, s'est enfermée à double tour, a mis le loquet, s'est assise sur son canapé, et est restée de longs instants, les bras croisés autour de ses genoux. Ils en étaient arrivés au point d'essayer de la retenir par la force. Leur désespoir avait atteint son paroxysme. Et c'est là qu'elle a compris, les choses allaient empirer. Ils n'allaient pas s'arrêter. Ils allaient accentuer la pression, multiplier les menaces, et tenter de la briser, psychologiquement. Mais elle ne se laisserait pas briser. Car elle n'était pas la petite femme soumise et silencieuse qu'ils avaient l'habitude de tyranniser. Elle était forte. Elle travaillait en réanimation, elle avait regardé la mort dans les yeux, des centaines de fois. Elle avait appris à ne pas avoir peur. Et ce n'était pas Victor et sa pathétique famille qui allaient la terroriser. Le lendemain, Clarisse s'est rendue au commissariat, non pas pour porter plainte formellement, mais pour prendre conseil. Le policier de permanence l'a écoutée attentivement et a hoché la tête. « À la moindre menace ou tentative d'agression physique, vous nous appelez immédiatement, et nous interviendrons », a-t-il assuré. Clarisse l'a remercié, et est repartie. Elle savait maintenant que la loi était de son côté. Une autre semaine s'est écoulée. Calme et paisible. Personne ne l'a appelée
personne n'est venu frapper à sa porte. Clarisse a presque commencé à se détendre, pensant qu'ils avaient fini par abandonner, mais ce n'était que le calme, avant la tempête. Puis l'impensable s'est produit, Raymond a de nouveau été transporté, d'urgence à l'hôpital. Un deuxième AVC, bien plus dévastateur que le premier. Cette fois-ci, elle ne s'en relèverait pas. Raymond a pu sortir de l'hôpital 15 jours plus tard, mais elle était désormais totalement paralysée, incapable de faire le moindre mouvement, sans assistance. Tout le côté gauche de son corps était mort, son élocution était devenue très laborieuse, mais elle avait conservé toute sa lucidité. Le verdict des médecins était sans appel, elle nécessitait une surveillance de tous les instants. Il fallait la nourrir, faire sa toilette, la changer de position toutes les 2 heures pour éviter les escarres, et changer ses protections. Victor a appelé Clarisse, tard dans la soirée. Sa voix était éteinte, presque suppliante. Elle sort de l'hôpital après-demain. Je ne sais absolument pas quoi faire d'elle. Les cliniques spécialisées sont hors de prix, et une infirmière à temps plein coûte 3 000 € par mois. Je n'ai pas cet argent. Clarisse se tenait près de la fenêtre, et regardait les lumières de la ville. Un infime sentiment de pitié a effleuré son cœur. Malgré tout, Raymond restait un être humain, une femme âgée et gravement malade. Je veux bien financer une aide à domicile pour 3 mois, a-t-elle concédé. Il me faut beaucoup plus. Les médecins ont prévenu qu'elle resterait sans doute dans cet état jusqu'à la fin de ses jours. Dans ce cas, place-la dans une maison de retraite médicalisée. Elle s'y oppose farouchement, elle hurle, et elle pleure. Victor, ce n'est pas mon problème, a-t-elle insisté. Mais tu es infirmière. Tu as l'habitude. Je ne suis pas l'aide-soignante personnelle de ta mère. Il est resté silencieux un moment, puis a dit très doucement. D'accord, je vais la ramener à la maison, et je m'occuperai d'elle, moi-même. Bonne chance à toi. Clarisse a raccroché, avec un profond sentiment de soulagement. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, elle avait réglé les frais de rééducation, et avait proposé de payer une aide à domicile. Elle n'avait plus la moindre obligation envers eux. Mais 3 jours plus tard, la situation a encore dégénéré. Victor a rappelé. Et cette fois, son ton était menaçant. Viens. Tout de suite. Pourquoi ferais-je ça? Viens, et tu comprendras. Quelque chose dans son intonation a mis Clarisse en alerte. Elle a pris son téléphone, activé la fonction dictaphone, enregistré le numéro de la police en appel d'urgence, et s'est mise en route. En bas de l'immeuble, Marianne l'attendait, lourdement maquillée, dans un pull criard, avec un rictus triomphant. Tu te décides enfin. Monte, on t'attend. Clarisse a pris l'ascenseur. La porte de l'appartement était grande ouverte. Une odeur entêtante de médicaments et de renfermés flottait dans l'air. Victor était assis dans la cuisine, avec son père. Ils avaient tous les deux le visage fermé. Va dans la chambre, a ordonné Victor. Clarisse s'est exécutée. Raymond était allongé sur le lit, caché sous les couvertures. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond. Sa respiration était bruyante et sifflante. Près du lit, s'entassaient des couches, des lingettes nettoyantes et des alaises. Tout était en désordre, certaines protections usagées traînaient à même le sol. Regarde, a dit Victor, en la rejoignant. C'est ma mère. Elle est incapable d'aller aux toilettes toute seule. Elle doit baigner dans ses excréments, jusqu'à ce que je rentre, pour la changer. Embauche une infirmière. Je n'ai pas les moyens. Je te l'ai déjà dit. Je t'ai proposé de payer, pour les 3 prochains mois. Et après les 3 mois, on fait quoi? Elle va rester clouée dans ce lit, pendant des années. Clarisse a tourné les talons, pour partir. Victor s'est interposé. Tu restes ici, et tu vas t'occuper d'elle. C'est hors de question. Tu vas rester. Tu n'as aucune autre alternative.
Marianne et Pierre sont apparus, dans l'encadrement de la porte. Ils se sont placés, de manière à lui bloquer toute sortie. On s'est mis d'accord, a décrété Marianne. Tu vas emménager ici, et tu vas soigner notre mère. Et au nom de quoi? Au nom du fait que tu es pleine Osa, et que c'est ton métier. C'est la moindre des choses, en tant que belle-fille. Je suis en instance de divorce. Je ne vous dois absolument rien. Le jugement n'a pas été prononcé. Victor s'est approché d'elle. Ce qui veut dire que tu es toujours ma femme, et que tu vas obéir à mes ordres. Clarisse a senti la colère bouillir en elle, mais elle est restée d'un calme olympien. Laissez-moi passer. On a 2 ou 3 choses à se dire, avant. Nous n'avons rien à nous dire. Victor l'a attrapée par le bras, et l'a forcée à faire face au lit de la malade. Regarde-la. C'est ma mère. La femme qui m'a mis au monde. Elle gît dans sa propre crasse parce que je n'ai pas un centime pour la faire soigner correctement, pendant que tu nages dans les millions, et tu oses refuser de nous aider. Clarisse a arraché son bras de son emprise. J'ai offert de vous aider. Tu as craché dessus. Ton aide n'était pas suffisante. Dans ce cas, débrouille-toi avec tes problèmes. Elle a essayé de forcer le passage vers le couloir. Marianne l'a violemment repoussée. Tu restes là. Tu vas où, comme ça? Pousse-toi de mon chemin. Je ne bougerai pas d'1 millimètre. Tu vas rester planté là, jusqu'à ce que tu acceptes de coopérer. Clarisse a sorti son téléphone. Victor le lui a arraché des mains, d'un geste sec. L'appareil a percuté le sol, et l'écran s'est fissuré. Pas de coup de fil. Tu vas t'asseoir, et tu vas écouter ce qu'on a à te dire. Marianne a ramassé le téléphone, et l'a mis dans sa poche. Voilà, on va pouvoir discuter tranquillement. Ils ont forcé Clarisse à s'asseoir sur une chaise. Victor a pris place, juste devant elle. Marianne et Pierre se tenaient en faction de chaque côté. Écoute-moi attentivement, a dicté Victor. Voici nos exigences. Tu vas venir ici tous les jours, pour t'occuper de maman, tu lui donnes à manger, tu fais sa toilette, tu changes ses couches, tu fais tout le nécessaire. Et je suppose que je dois aussi vous dire merci. En échange, on retire notre plainte, et on ne demande pas de dommages et intérêts. On fait un divorce, rapide et à l'amiable. Clarisse a ricané. De toute façon, vous n'obtiendrez rien de moi. Un héritage, ça ne se partage pas. Ce n'est pas l'avis de mon avocat. Il est convaincu qu'on peut prouver que tu as investi cet argent dans des dépenses communes. Je n'ai pas investi le moindre centime commun. Eh bien, prouve-le. Marianne s'est penchée vers elle. Et on pourrait aussi aller raconter à tout le monde à quel point tu es un monstre de froideur. Tu as lâchement abandonné ta belle-mère paralysée, tu as refusé d'aider ta propre famille. On verra bien comment tes collègues vont te regarder, après ça. Clarisse a gardé le silence. Ils étaient persuadés de l'avoir intimidée. Ils croyaient qu'elle allait s'effondrer. C'est d'accord, a-t-elle dit calmement. Je vais y réfléchir. Victor s'est détendu. C'est une sage décision. Tu commences demain? Je vais y réfléchir, a-t-elle répété. Laissez-moi un peu de temps. Combien de temps? 1 semaine. 3 jours. Pas un jour de plus. D'accord. 3 jours. On lui a rendu son téléphone. L'écran était en piteux état, mais l'appareil fonctionnait toujours. Clarisse est sortie de l'appartement, et est rentrée chez elle. Dans le taxi, elle a écouté l'enregistrement de son dictaphone. Tout y était, les menaces, le chantage, les actes de violence. En arrivant chez elle, elle a immédiatement transféré le fichier à son avocate. Celle-ci l'a rappelé, dans la demi-heure. C'est une preuve accablante de chantage et de menaces.
Vous pouvez déposer plainte, sans plus attendre. Je déposerai plainte, mais plus tard. Et pourquoi, plus tard? Je veux voir ce qu'ils vont encore oser inventer. Soyez très prudente, a mis en garde l'avocate. Je le serai. Clarisse a passé les 3 jours suivants, dans une quiétude absolue, elle faisait ses gardes à l'hôpital, et rentrait chez elle. Victor ne l'a pas appelée, ne lui a pas envoyé de message. Visiblement, il attendait qu'elle fasse le premier pas. Le 3e jour, au soir, on a frappé à sa porte. Clarisse a regardé dans le Judas. Victor, Marianne et Pierre étaient là, tous les 3. Ouvre, a braillé Victor. Il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. Ouvre cette porte, ou on la défonce. Clarisse a composé le numéro de la police, et a mis le haut-parleur. Vous entendez? Ces gens menacent de défoncer la porte de mon domicile. Victor s'est tu. Puis, il a sifflé entre ses dents. Très bien, mais on ne va pas s'arrêter là. Tu vas me le payer. Ils sont partis. Clarisse a attendu l'arrivée de la patrouille de police, et leur a expliqué toute l'histoire. L'agent a enregistré sa main courante, et a promis d'aller avoir une petite discussion avec eux. Le lendemain, Victor lui a envoyé un SMS, « Maman est au plus mal. Tu auras sa mort, sur la conscience. » Clarisse a ignoré le message. 2 jours plus tard, un nouveau SMS est arrivé, « C'est ta dernière chance. Viens, sinon les choses vont vraiment très mal tourner. » Clarisse a longuement réfléchi. S'y rendre était extrêmement dangereux, mais elle voulait en finir une bonne fois pour toutes, et leur prouver qu'elle n'avait pas peur d'eux. Elle s'est mise en route, mais a prévenu Céline, si elle ne donnait pas signe de vie d'ici 1 heure, il faudrait appeler les forces de l'ordre. L'appartement l'a accueillie, dans un silence de mort. La porte d'entrée était entr'ouverte. Clarisse a avancé, à pas de loup. La lumière filtrait depuis la chambre, le reste des pièces était plongé dans l'obscurité. Victor, a-t-elle appelé. Entre. La voix provenait de la chambre. Clarisse s'y est rendue. Raymond était allongé sur le lit, dans la même position qu'avant, mais cette fois-ci, l'odeur était insoutenable, une pestilence âcre, qui donnait la nausée. Victor était assis sur une chaise, au chevet de sa mère. Marianne se tenait près de la fenêtre. Et Pierre bloquait la porte. Voilà, a dit Victor, en pointant sa mère du doigt. Ça fait 3 jours que je ne l'ai pas lavé, exprès, pour que tu puisses voir ce que ça fait. Clarisse s'est approchée du lit. Raymond reposait dans une couche pleine. Ses draps étaient trempés, et répugnants. Le visage de sa belle-mère était écarlate, et ses yeux débordaient de larmes. Tu tortures une personne malade, exprès? Je te confronte à la réalité. C'est comme ça qu'elle va croupir, si tu refuses de nous aider. Embauche une infirmière. Victor s'est levé, et s'est planté à quelques centimètres du visage de Clarisse. Maintenant, tu vas aller dans la salle de bain, remplir une bassine d'eau, tu vas la laver de la tête aux pieds, et tu vas lui mettre une couche propre. Non. Tu le feras, ou je t'y forcerai. Essaie un peu, pour voir. Il lui a attrapé l'épaule, et l'a traînée sans ménagement, vers le lit. Tu vas la regarder, souffrir le martyre. Clarisse s'est débattue, et s'est dégagée de son étreinte. C'est toi qui l'as fait souffrir. Pas moi. Marianne s'est approchée, par l'autre côté. Bon, tu vas arrêter de faire ta princesse? Fais sa toilette, et on n'en parle plus. C'est l'affaire de 5 minutes. Clarisse a posé les yeux sur la femme alitée. Raymond la fixait, d'un regard implorant. Ses lèvres tremblaient, comme si elle essayait de formuler des mots. Et c'est à ce moment précis que Clarisse a réalisé, il ne reculerait devant rien. Ils allaient continuer à faire pression, à l'humilier, à utiliser une femme mourante, comme un vulgaire instrument de chantage. À leurs yeux, Raymonde n'était plus une mère,
c'était un simple levier de négociation. D'accord, a-t-elle dit. Je vais faire sa toilette. Victor a hoché la tête, affichant un air triomphant. C'est mieux comme ça. Clarisse est allée dans la salle de bain, a rempli une bassine d'eau tiède, a pris une savonnette, une serviette, et est retournée dans la chambre. Elle a posé la bassine sur la table de nuit, et a retiré la couverture de Raymond. La couche débordait, et les draps étaient souillés. Clarisse a commencé à défaire les attaches, en retenant sa respiration à cause de l'odeur infecte. Victor, penché sur elle, scrutait chacun de ses gestes. Marianne s'était également avancée. Tu vois, ce n'est pas si compliqué. Tu viendras tous les jours, pour faire exactement ça, a lâché Marianne. Clarisse a retiré la protection souillée, et a commencé la toilette de sa belle-mère. Raymond restait totalement inerte, seuls ses yeux suivaient, le moindre mouvement. Dépêche-toi, a aboyé Victor. Ne traîne pas. Clarisse a continué, sans dire un mot. Elle a séché la peau de la malade avec la serviette, a pris une couche propre, et s'apprêtait à la lui enfiler, lorsque Victor s'est penché au-dessus d'elle, avec un air de dégoût. Tu l'as mal lavé. Ça pue encore. Recommence. Clarisse s'est redressée, et l'a regardé. J'ai fait exactement ce qu'il fallait. Non, c'est du travail bâclé. Recommence depuis le début. Marianne a renchéri. Grave. Faut frotter plus fort. Clarisse a pincé les lèvres. Il cherchait la petite bête, dans le seul but de la rabaisser, de l'écraser psychologiquement. Victor s'est penché encore plus près, et a pointé son doigt, vers la protection. C'est mal lavé, et ça pue. Tu recommences tout, a-t-il ordonné, se délectant de ce moment de pouvoir. Clarisse s'est redressée très lentement, a posé la couche propre, et a planté son regard, dans celui de son mari. Un regard d'une froideur, polaire. Dépourvu de la moindre émotion. Non. Quoi? Victor n'a pas compris. J'ai dit, non, je ne le ferai pas. Oh que si, tu vas le faire. Certainement pas. Il lui a attrapé le poignet, et l'a broyé dans sa main. Tu vas faire, exactement ce que je t'ai dit. Clarisse a libéré sa main d'un geste sec et violent, et a reculé vers la porte. C'est fini. On arrête les frais. Le visage de Victor est devenu écarlate. Tu ne sortiras pas, d'ici. Oh que si. Marianne s'est placée en travers de son chemin. On ne te laissera pas sortir, tant que tu n'auras pas accepté. Écarte-toi de mon chemin. Je ne m'écarterai pas. Clarisse l'a poussé violemment sur le côté, et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Victor s'est jeté à sa poursuite, l'a attrapé par l'épaule, et l'a forcé à se retourner. Et c'est là, qu'il a prononcé la phrase de trop. Écoute-moi bien, espèce d'ingrate. Tu vas céder tes 2 millions d'héritage à ma mère, et l'appartement à mon père, sinon c'est le divorce. Une femme aussi repoussante que toi, personne d'autre n'en voudra. Il crachait ces mots avec une haine, et un mépris indescriptible. Marianne, juste à côté, affichait un sourire carnassier. Pierre hochait la tête, en signe d'approbation. Ils étaient convaincus d'avoir gagné. Persuadés qu'elle allait s'effondrer en larmes, et signer n'importe quoi, pourvu qu'on la laisse tranquille. Mais ils s'étaient trompés. Clarisse a fixé son mari pendant un long moment, puis a souri. Lentement, très lentement. Et ce sourire était plus froid que la glace. Tu as terminé? Victor a cligné des yeux, totalement déconcerté. Quoi? As-tu fini, ton petit discours? Clarisse a fait un pas en avant. Il a reculé, par réflexe. Parce que maintenant, c'est à mon tour. Elle a balayé la pièce du regard, fixant les 3 visages, Victor, rongé par la méchanceté et la cupidité, Marianne et son sourire satisfait, et Pierre, muré dans son indifférence. Une ingrate?
Clarisse a eu un petit rire. Une femme repoussante? Victor a ouvert la bouche pour l'interrompre, mais elle a levé la main, lui intimant le silence. Tu sais quoi, Victor? Tu as parfaitement raison. Je suis très effrayante. Surtout pour les parasites de ton espèce. Parce que je ne suis pas une idiote que l'on peut terroriser, ni un paillasson, sur lequel vous pouvez vous essuyer les pieds. Elle a fait un nouveau pas, en avant. Victor a reculé, d'autant. Tu me trouves repoussante? Très bien. Mais au moins, moi, je ne suis pas un minable, qui a fait semblant d'être un mari aimant pendant 5 ans, tout en attendant secrètement, que je touche le gros lot. Victor a bafouillé une excuse, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Clarisse s'est tournée vers Marianne. Et toi, tu débarques de Lyon, en mendiant de l'argent. 50 000 € pour ton entreprise. Mais quelle entreprise? Tu as passé ta vie entière à vivre au crochet des autres, d'abord tes parents, et ensuite ton frère. Et maintenant, tu pensais que tu allais pouvoir vivre sur mon dos? Marianne a ouvert la bouche pour répliquer, mais Clarisse l'a foudroyée du regard. Et vous, Pierre, vous n'avez pas ouvert la bouche une seule fois, mais vous comptez les billets, dans votre tête. Vous voulez mon appartement. Pourquoi ne pas aller travailler, pour vous l'acheter vous-même? Pierre a baissé les yeux, vers le sol. Clarisse s'est de nouveau concentrée sur Victor. Et maintenant, écoute-moi très, très attentivement. Je ne te céderai pas, le moindre centime. Ni à ta mère, ni à ton père, ni à ta sœur. Rien. 0. Parce que vous ne le méritez absolument pas. Victor a serré les poings, à s'en faire blanchir les jointures. Tu vas le payer. Clarisse a éclaté de rire. Un rire franc, et sincère. Le payer? Et pourquoi? Parce que je me suis débarrassée, d'une bande de parasites? Non, Victor. Mon seul et unique regret, c'est de t'avoir épousé. D'avoir gâché 5 années de mon existence, avec un lâche, inutile et cupide. Elle s'est retournée vers la porte. Marianne a fait mine de lui barrer la route, mais Clarisse l'a foudroyée d'un regard si terrible, que sa belle-sœur s'est écrasée contre le mur. Personne ne voudra jamais de toi, a hurlé Victor, dans son dos. Tu vas finir ta vie, toute seule. Clarisse s'est arrêtée, sur le pas de la porte. Seule? Magnifique. Je préfère 100 fois être seule, qu'être avec des gens comme vous. Je préfère la solitude, plutôt que de m'entourer de personnes, qui ne voient en moi, qu'un vulgaire distributeur de billets. Et ma mère, alors? Marianne a pointé un doigt tremblant, vers la chambre. Elle va mourir, si personne ne l'aide. Prenez une infirmière, et payez avec votre argent. On n'a pas un sou. Ça, c'est votre problème. Pas le mien. Clarisse est sortie de l'appartement, et a dévalé les escaliers. Derrière elle, elle entendait Victor hurler des insanités, et Marianne brailler, mais elle ne s'est pas retournée. Une fois dans la rue, elle a pris son téléphone, et a appelé Céline. Tout va bien, je suis enfin libre. Que s'est-il passé? Je t'expliquerai plus tard. Le principal, c'est que je ne les reverrai plus jamais. De retour chez elle, Clarisse a pris une douche, s'est habillée confortablement, s'est assise près de la fenêtre avec une tasse de thé, et a simplement contemplé la ville. Une paix absolue régnait en elle. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment bien. Elle avait réussi, elle les avait envoyés au diable, sans insulte, sans crise de nerfs, mais avec une fermeté inébranlable, qui les avait remis à leur place. 1 heure plus tard, l'avocat de Victor l'a appelé, lui proposant une rencontre, pour discuter des modalités du divorce. Clarisse a refusé, tout net. Veuillez vous adresser, exclusivement à mon avocate. Mon client est prêt à faire, quelques concessions. Je me fiche éperdument, de ces concessions. Je veux le divorce, sans aucune compensation, ni d'un côté ni de l'autre, et aucune pension. C'est mon dernier mot, la conversation est terminée.
Le procès a eu lieu, 3 semaines plus tard. Victor s'est présenté avec son avocat, a tenté de plaider sa cause, exigeant une compensation, la moitié du bien immobilier, et une part de l'héritage. Le juge a écouté patiemment, a examiné le dossier, et a rendu son verdict. Le divorce était prononcé aux torts exclusifs de monsieur, et l'intégralité du patrimoine, issu de la succession, restait l'entière propriété de Clarisse, sans aucune prestation compensatoire. Victor est reparti, les poches vides. Il a tenté de contester, mais la magistrate a été catégorique. Un héritage constitue un bien propre, par nature. Il n'est pas soumis au partage, en cas de divorce. La décision de la Cour est irrévocable. Victor est sorti du tribunal, livide, le visage déformé par la haine. Il a jeté un regard féroce à son ex-femme. « Tu vas le regretter. Je vais dire à tout le monde, le monstre que tu es. Raconte ce que tu veux. Ça m'est complètement égal. » Il a tourné les talons, et a disparu. Marianne a couru derrière lui, en hurlant des insultes à l'adresse de Clarisse, mais celle-ci ne prêtait plus attention. Le divorce a été officiellement acté, 1 mois plus tard. Lorsque Clarisse a reçu les papiers définitifs, un immense soulagement l'a envahi. Elle était enfin libre. Victor a essayé de se venger, en propageant des rumeurs nauséabondes sur le lieu de travail de Clarisse, racontant à leur connaissance commune à quel point elle était radine et impitoyable. Mais personne n'y a cru. Ses collègues connaissaient Clarisse depuis des années, ils savaient qu'elle était une professionnelle dévouée, toujours prête à tendre la main. Raymonde a été admise dans une maison de retraite médicalisée, 2 mois plus tard. Victor et Marianne avaient été incapables de s'occuper d'elle. L'ancienne belle-mère y a survécu 6 mois, avant d'être foudroyée par un 3e AVC. Clarisse a appris la nouvelle par hasard, en lisant la rubrique nécrologique d'un journal local. Elle a brièvement envisagé d'assister aux funérailles, puis s'est ravisée. Raymonde n'était qu'une parfaite étrangère pour elle, une femme méchante et envieuse, qui avait empoisonné l'existence de tous ceux qui l'entouraient. Marianne est repartie s'installer à Lyon. Son bar de rêve n'a jamais vu le jour. La dernière fois que Clarisse a entendu parler d'elle, son ex-belle-sœur avait décroché un petit boulot de serveuse, dans un snack de quartier. Pierre, quant à lui, est resté dans son vieux HLM, réclamant de temps à autre de l'argent à Victor, qui était lui-même perclus de dettes. 6 mois après l'officialisation de leur divorce, Victor avait déjà mis le grappin sur une nouvelle victime. Une veuve, très aisée. Il l'a épousée, en un temps record. Mais 1 an plus tard, elle l'a mis à la porte, avec perte et fracas, après avoir découvert qu'il essayait de dilapider son patrimoine. Clarisse tenait ces informations de Céline, qui croisait parfois d'anciennes connaissances. Clarisse écoutait ses récits, et hochait simplement la tête. Victor n'avait pas changé d'un iota, il courait toujours après l'argent facile. De son côté, Clarisse menait une existence paisible, elle travaillait toujours en réanimation, et continuait de sauver des vies. Son petit appartement de 2 pièces était un véritable havre de paix, lumineux et chaleureux. Elle l'avait décoré avec goût, mais sans fioritures inutiles, un grand canapé, une belle table en bois, et des bibliothèques remplies de livres. Elle a investi une partie de son argent dans sa formation professionnelle, elle a suivi des stages de perfectionnement, puis des cours de psychologie. Elle voulait mieux comprendre la nature humaine et aider les patients, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Elle a fait des dons généreux, à diverses associations, un refuge pour animaux abandonnés, un orphelinat, et une fondation d'aide aux enfants gravement malades. Ce n'étaient pas des millions, mais des contributions régulières, qui faisaient une réelle différence. Elle a également adopté une petite chatte rousse, toute touffue, qu'elle avait trouvée blottie devant son immeuble. Elle l'a baptisée Marthe. Cette petite boule de poil est devenue sa meilleure amie, elle l'attendait le soir, dormait à ses côtés, et ronronnait de bonheur, sur ses genoux. Côté cœur, la situation était au point mort. Clarisse avait fait quelques tentatives, elle était allée à des rendez-vous. Mais invariablement, dès que la relation commençait à devenir sérieuse, elle se heurtait au même problème,
les hommes finissaient par découvrir son aisance financière, et leur comportement changeait du tout au tout. L'un d'eux lui a carrément demandé quel était le solde de ses comptes bancaires. Un autre lui a suggéré d'investir massivement dans sa start-up. Un troisième a lourdement insisté sur le fait qu'il serait agréable de déménager dans un immense appartement bourgeois. Clarisse coupait les ponts, à la moindre alerte, refusant catégoriquement de revivre l'enfer qu'elle avait connu avec Victor. Et puis, elle a pris une décision, c'était terminé. Elle n'avait que faire des hommes, s'ils ne voyaient en elle qu'un carnet de chèques géant. Mieux valait rester célibataire, mais entièrement libre. Ses collègues n'en revenaient pas, une femme aussi charmante, si travailleuse, et pourtant, désespérément seule. Ils se proposaient régulièrement de lui présenter tel ou tel célibataire de leur entourage. Clarisse déclinait, avec un sourire poli. Un jour, Céline lui a posé la question, de but en blanc. « C'est vrai, que tu ne veux plus jamais te marier ? » « Je n'en sais rien. Un jour, peut-être, je croiserai la route d'un homme qui m'aimera pour moi, et pas pour mon portefeuille. Mais en attendant, cette vie me convient parfaitement, » a répondu Clarisse. Et c'était la stricte vérité. Clarisse s'épanouissait. Elle vivait enfin pour elle-même, travaillait avec passion, s'offrait de beaux voyages pendant ses congés, dévorait des livres, et fréquentait les théâtres de la capitale. Il lui arrivait, lors des soirées pluvieuses, de s'asseoir près de sa fenêtre, et de repenser au passé, à Victor, qui n'avait été qu'une illusion, à Raymonde, qui, même cloué sur un lit d'hôpital, n'avait cessé de manipuler son fils, à Marianne et ses exigences délirantes. Et à chaque fois, elle arrivait à la même conclusion, elle avait pris la bonne décision. Certes, elle était seule. Certes, beaucoup de gens la trouvaient trop dure. Certes, elle n'avait pas reconstruit sa vie sentimentale. Mais elle était libre. Libre des influences toxiques, libre des manipulations, libre de toute pression. Elle pouvait mener sa barque comme elle l'entendait, dépenser son argent comme bon lui semblait, et prendre ses propres décisions. Et cette liberté inestimable valait bien plus que n'importe quelle relation, bâtie sur le mensonge et l'avidité. 2 années s'étaient écoulées, depuis le prononcé du divorce. Clarisse rentrait chez elle, épuisée après une garde difficile. Devant la porte de l'immeuble, elle a croisé sa voisine de palier, une vieille dame, qui aimait colporter les derniers ragots. « Vous êtes au courant, votre ex-mari s'est encore remarié, c'est la 3e fois, dites donc. Avec une petite jeune, cette fois-ci. Et il paraît qu'elle a un superbe appartement, en plein centre-ville. » Clarisse a hoché la tête, avec indulgence. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Oh, tu parles d'un bonheur. Tout le monde sait qu'il ne cherche qu'à se faire entretenir. C'est son problème, plus le mien, a souri Clarisse. Elle est montée chez elle, a troqué ses vêtements contre une tenue confortable, a rempli la gamelle de Marthe, et s'est levée dans le canapé, un livre à la main. Dehors, la pluie fouettait les carreaux. Son téléphone a vibré, sur la table basse. Un SMS, provenant d'un numéro qu'elle ne connaissait pas, c'est Victor. Est-ce qu'on peut se voir ? Je voudrais qu'on discute. Clarisse a regardé l'écran, a supprimé le message d'un geste sec, et a bloqué le contact. Marthe a sauté sur ses genoux, et s'est roulée en boule, en ronronnant. Clarisse lui a caressé la tête, un sourire aux lèvres. Non, Victor, je n'ai besoin d'aucune de tes conversations, et de tes fausses excuses. Tu appartiens définitivement au passé, et moi, je vis l'instant présent. Elle a ouvert son livre, et a plongé dans sa lecture. La pluie continuait de tomber, sur la ville. Quelque part dans les rues, Victor échafaudait sans doute de nouveaux stratagèmes, toujours en quête d'une nouvelle proie financière. Tandis que Clarisse était au chaud, dans son propre appartement, acquis avec son propre argent, en compagnie de son chat, d'un bon roman, et d'une tasse de thé fumante. Seule, mais profondément heureuse. Car elle avait appris, la plus importante des leçons, connaître sa propre valeur, refuser d'être exploitée, ne jamais tolérer l'humiliation, et ne pas avoir peur de la solitude, lorsque les personnes qui vous entourent ne font que vous blesser. Zénaïde, sa marraine, avait dit vrai, l'argent,
c'est le miroir de l'âme humaine. Victor et sa famille y avaient reflété des visages avides, mesquins, et prêts à tout détruire, par appât du gain. Et Clarisse y avait découvert le sien, celui d'une femme forte, farouchement indépendante, et libre. Et de cette femme-là, elle était infiniment fière. Les années ont passé. Clarisse a continué son sacerdoce en réanimation, elle a arraché des centaines de vies aux griffes de la mort, a reçu des médailles, des lettres de gratitude, et s'est imposée, comme l'un des piliers de son hôpital. Son argent n'a pas fondu comme neige au soleil. Elle a su l'investir avec sagacité, le dépenser avec mesure, et l'utiliser pour venir en aide à ceux qui étaient véritablement dans le besoin. Pas à des proches avides qui exigeaient toujours plus, mais à de parfaits inconnus, qui la remerciaient du fond du cœur. Sa vie amoureuse est restée un chapitre ouvert. Elle a vécu quelques idylles, sans lendemain, mais rien de très profond. Les hommes étaient soit intimidés par son indépendance forcenée, soit obnubilés par l'idée de mettre la main sur sa fortune. Clarisse a fini par cesser de chercher le grand amour. Elle s'était fait une raison, si le destin plaçait quelqu'un sur sa route, tant mieux, sinon, c'était très bien aussi. Elle avait appris l'art d'être heureuse, seule. C'était son choix de vie, c'était son existence, et c'était sa liberté absolue. Et plus jamais personne ne pourrait la lui reprendre.